Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Top Sécu pour ANews Sécurité. Vous le savez, c'est l'émission qui réunit les acteurs du monde de la sécurité et de la sûreté en France. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'en recevoir deux, en la personne de Xavier Vignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président-directeur général de Sogetrel, donc on va expliquer un petit peu votre société, son historique, ses ambitions et aujourd'hui sa structure. Vaste. Et en face de vous, Lucas Lebel, bonjour. Beaucoup plus jeune entrepreneur. Vous êtes, vous, le PDG fondateur de Cerber, une société qui porte très bien son nom, puisque vous êtes spécialisé dans la surveillance aérienne des drones. C'est bien ça. Hein. Donc c'est passionnant, c'est la partie science-fiction de l'émission, et on verra que la réalité rejoint aujourd'hui très largement la fiction. Vous ne me démentirez pas. Si vous voulez bien, on va d'abord faire un point, un coup de projecteur sur la société Sogetrel, qui est déjà bien connue, bien installée. C'est une société qui est assez ancienne, dont vous avez repris les manettes il y a quelques temps déjà, en 2010. Ouais. Et aujourd'hui, elle est en plein essor, en plein développement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux métiers de Sogetrel, puisque c'est une société qui est spécialisée dans les services aux infrastructures numériques et aux équipements connectés. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est toujours rempli de brouillard, ces choses-là. On dit souvent qu'Internet, c'est gratuit. Et je dis souvent, non, c'est pas gratuit, ça coûte une fortune. Ça chiffre en milliards. Voilà. Et ces milliards... En installation, en maintenance... Exactement, en infrastructure, ce qu'on appelle les infrastructures, au sens des choses extrêmement concrètes. Je dis aussi souvent, le cloud, tout le monde parle du cloud. Le cloud, donc c'est les nuages, donc tout le monde lève les yeux au ciel, en croyant que tout se passe en haut, et rien du tout, tout se passe sous nos pieds. Voilà, sous nos pieds. Et c'est terriblement concret. Voilà, le réseau, à la base, ce sont des bouts de fil. Réseau d'initiative publique, vous êtes les leaders de RIP. Oui, alors, le réseau d'initiative publique, c'est encore un autre truc. C'est l'installation des fils, des fils, la fibre optique. Dans les endroits où il n'y a pas de marché en fait, économiquement viable. Et donc la collectivité intervient pour subvenir à la carence en fait, du marché privé. Donc elle co-investit en fait, avec le privé pour rendre ce réseau rentable. Si n'est pas rentable, il n'y a pas de marché. Voilà. D'où la notion de réseau d'initiative publique. Donc c'était une initiative il y a 20 ans par l'État, donc qui a permis aux collectivités locales d'investir là où le privé ne pouvait pas se réaliser. Dit autrement, même une boulangerie, à la limite, un maire peut exploiter une boulangerie publique si aucun boulanger, s'il arrive à démontrer quand même, parce qu'il y a des obligations, bien sûr, mais s'il arrive à démontrer qu'il n'y a aucune entreprise privée qui peut monter sa boulangerie dans sa ville. Donc l'idée, c'est d'installer toute cette infrastructure. Exactement. Et ça chiffre en milliards à chaque fois. Donc vous avez dû entendre parler du plan France Très Haut Débit, d'il y a 10-15 ans désormais, porté par le président de la République, qui coûte environ 30 milliards, donc qui est allé sur une quinzaine d'années. C'est un des plus gros projets portés par la France depuis 15 ans. Et ça consiste à installer des fibres, un fil de verre, partout sur toute la France pour relier les 44 millions d'habitants existants en France. Et le but, c'est de remplacer le fil de cuivre historique d'Orange, de France Télécom, par un fil de verre, la fibre, donc extrêmement fragile, mais extrêmement performant. Ben oui, bien sûr. Ouais, voilà. Vous en êtes où au niveau de la couverture? Parce que vous avez effectivement expliqué que dans les zones rurales, il y avait certaines parties où on risquait quand même d'attendre la fibre un peu longtemps, non? On attend toujours, en fait. Dès qu'on a envie de quelque chose, on a envie de l'avoir tout de suite, ce qui est le problème de tous les achats, de manière générale. Et effectivement, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ce sont des dizaines de millions de kilomètres de fils de cuivre, fils de fibre à installer. Donc évidemment, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et il y en a pour 10 à 15 ans. Et selon les endroits, il y en a qui ont commencé plus tôt, d'autres plus tard, et donc forcément, ils terminent plus tard que les autres. Voilà, donc c'est un projet gigantesque qui est la base, la clé de base, qui permet la transformation numérique future de l'entreprise France. Très bien. Vous parliez donc des fils sous la terre, mais on a entendu aussi récemment, notamment avec la guerre en Ukraine, qu'il y avait aussi une possibilité par les airs, par le satellite, la version Elon Musk de votre couverture. Alors ça existe déjà, il y a des opérateurs, je ne vais pas les citer, c'est toujours délicat, européens d'ailleurs, totalement européens, qui assurent des liaisons satellites. Alors la télévision par satellite, c'est un exemple, c'est pas les télécoms, mais ce sont des télécoms quand même, ce sont des ondes qui transmettent une information. On aurait tendance à penser que c'est peut-être moins fiable que le filaire, est-ce que c'est une erreur? Il y a plusieurs sujets dedans, il y a une question de débit, en fait, est-ce que le satellite peut transporter autant de débit que la fibre? La réponse est non.
Et ceci dans les deux sens, descendant et ascendant, comme ils disent, pour pouvoir échanger. Donc ça ne marche pas encore à date. Alors ça marche, mais pas au même débit que la fibre. Ensuite, il y a des problématiques de coût, évidemment. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Parce que naturellement, on achète un même service donné, on achète moins cher, évidemment. Donc c'est toujours la même chose. Et le satellite représente un certain prix, mais ça peut devenir moins cher dans certains cas, notamment dans les zones isolées, où la fibre devient trop podereuse. Et puis après, il y a la problématique de sécurité de l'information, voilà, où évidemment, et ça c'est des vrais sujets. Ce sont des vrais sujets. Et au-delà de la fiabilité du système, une fibre est inerte, elle est sous terre, donc elle n'est pas prête de bouger, sauf s'il y a un coup de pelle, évidemment. Un satellite, évidemment, est dans l'air, est plus accessible par des mains étrangères. On a quelques éléments qui tendent à laisser penser qu'effectivement, de temps en temps, il y a des interceptions qui ne sont pas souhaitées. Et donc, évidemment, ça pose des questions de sécurité sur les systèmes aéroportés, voilà, on va dire comme ça. Donc là est arrivée vraiment votre compétence à vous, puisque vous êtes un homme de sécurité, de sûreté, non? Et puis avec l'acquisition notamment d'Erima en 2017, les choses ont évolué au sein de Sogetrel. Oui, alors ça a évolué, mais ça avait déjà commencé à évoluer avant Erima, où on construisait des réseaux, on entretenait les réseaux fixes et radio, aussi, puisqu'on parle des satellites, mais il y a tous les réseaux radio, évidemment, mobiles, qui permettent à votre téléphone portable de fonctionner. Là aussi, on raisonne en milliards, en fait, à chaque fois. C'est l'unité de mesure, c'est le milliard. En dessous, il n'y a pas grand-chose. Et on s'est dit, on maîtrise les réseaux, on connaît les clients, et pourquoi pas aller plus loin au niveau des usages, et donc la vidéosurveillance, la vidéoprotection urbaine, notamment dans les collectivités. Et effectivement, depuis 15 ans, on était un des premiers acteurs à construire des systèmes de vidéoprotection urbaine, donc les caméras que vous voyez dans la rue, tout simplement. Et qui vous voient. Et qui vous voient, le non, là, non, évidemment, mais elles sont évidemment très réglementées, ce qui est très bien d'ailleurs. Et ça s'est développé de manière fantastique depuis 15 ans. Et effectivement, on est allé là-dedans. Alors, qui dit vidéo, dit caméra, dit système d'information qui gère cette caméra. Donc, on va jusqu'à l'intelligence artificielle pour le traitement de l'image. Dit évidemment infrastructure, parce qu'il faut un centre de surveillance urbain avec des opérateurs de la police municipale qui interviennent. Donc, c'est toute une organisation et des infrastructures à construire. Et s'assurer qu'évidemment, ça marche tout le temps. Donc et ça, c'est devenu notre métier. On a acheté Erima dans cette logique-là pour se développer dans ces secteurs et devenir un acteur incontournable de la sécurité sur IP. D'accord. Sécurité en électronique France sur IP. Et aussi à l'étranger, puisque vous êtes développé, je crois, en Belgique, en Suisse et en Allemagne un peu plus récemment. Progressivement, oui, absolument. En rachetant Baran Telecom. Oui, BTN, absolument. Donc, c'est une société de réseau télécom, qui est une petite société, qui fait 20 et quelques millions. Nous en réalisions à peu près 10 millions. Et donc là, le but, c'est de faire 2 en 1 et de continuer à se développer fortement sur l'Allemagne. Voilà, donc on fait 30 millions. Si on arrive à faire 100 millions à horizon 3-5 ans, c'est à peu près le but. Donc alors, la sécurité, elle est partout nécessaire, et notamment dans les airs. Et là, j'aimerais donner la parole à Lucas Lebel. Vous avez créé Cerber, cette jolie société, il y a 7 ans. Alors, je disais que cette société portait très bien son nom, parce que Cerber, c'est évidemment le gardien du temple. Et vous surveillez les airs, et en particulier toutes les agressions possibles depuis ces robots des airs que sont les drones. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui, effectivement, la fiction rejoint la réalité ? Alors, je ne sais pas si elle rejoint la réalité, mais ce qui est certain, c'est qu'au moment où on a créé la société en 2015, donc c'était effectivement il y a 7 ans, à l'époque, il y avait peu de gens qui croyaient aux menaces que pouvaient représenter les drones. Ouais, c'est ça. En fait, Parrot, le fleuron français en matière de drones, a vraiment popularisé la progression, la pénétration dans le marché civil de ces drones-là, tant pour du loisir que des applications commerciales, que malheureusement dans des applications malveillantes, où des gens ont détourné de leur usage ces petites machines volantes pour mener un certain nombre d'attaques sur des sites sensibles. C'est ça, parce que l'idée au départ des drones, c'était évidemment de filmer, de prendre des très belles photos, etc., vu des airs. Mais petit à petit, ces drones ont renforcé leur capacité de portance, et on a pu les équiper d'autres instruments que de caméras. Exactement. En fait, dans les années 2010, quand on a commencé à voir les premiers drones civils, littéralement, les capacités que ces drones offraient auraient fait rêver des armées modernes 10 ans auparavant.
Et donc, en fait, ces capacités, elles ont été rendues accessibles à monsieur tout le monde, qui, inévitablement, à un moment donné, les a utilisées pour mener ces opérations de livraison de contrebande, des opérations d'espionnage, d'attaques cyber, d'attaques ciblées sur des individus ou des armées en leur intégrant des charges explosives. La créativité est sans limite en réalité en la matière, et donc il a fallu en fait repenser d'abord l'industrie de sécurité et puis quelque part aussi l'industrie de défense pour intégrer cette menace-là en développant des moyens technologiques pour lutter contre ces machines. Oui, on voit même que c'est voué c'est en pleine explosion ce marché. Amazon, je crois, compte très prochainement, je me demande si c'est pas déjà opérationnel, faire des livraisons par les airs via des drones. Exactement. Et en fait, ça m'intéresse que vous parliez de ça maintenant. En fait, souvent on parle de notre industrie comme étant la lutte anti-drone. Et quelque part, ça véhicule quelque chose qui suggérerait qu'on est opposé à cette technologie. En fait, il n'en est rien. On voit à travers les applicatifs, par exemple Amazon, mais c'est tout un tas d'autres choses. L'intervention des secours, de la sécurité civile, de la police, des drones qui peuvent être utilisés pour de la photographie, pour tout un tas de choses. Ces applicatifs-là, ils vont permettre à l'économie de catalyser en fait ce progrès technologique pour réduire la pénibilité du travail d'une certaine manière, décongestionner par exemple le trafic, à travers la livraison. Même les coûts, parce que filmer une montagne avec un drone, ça coûte beaucoup moins cher qu'avec un hélicoptère par exemple. Exactement, donc en un mot, c'est une très belle innovation. Le problème, c'est que pour qu'en fait elle ne soit pas tuée dans l'œuf par le réglementaire qui cherche en fait avant toute chose à garantir la sécurité de nos concitoyens, il faut que cette technologie elle soit encadrée. Alors il y a le réglementaire, mais lorsque le réglementaire ne suffit plus, il faut des moyens technologiques pour mettre des garde-fous à ces usages malveillants. Et donc c'est là que la société intervient pour permettre à terme en fait l'essor de cette technologie et pour qu'elle puisse réaliser tout son potentiel. Donc on est vraiment, on s'appelle certes les antidronistes, mais quelque part, en fait, on a la même finalité que les gens qui veulent vraiment réaliser ce potentiel du drone. Très bien. Oui, c'est un développement beaucoup plus sain de cette technologie, une fois qu'elle est encadrée, évidemment. Donc en quoi consiste votre quotidien, votre métier? Je crois que vous avez une équipe de 25 personnes, c'est ça, 25 spécialistes? C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Alors ce qu'ils font, c'est que... Alors d'abord, bien sûr, il y a une petite équipe qui cherche à se renseigner sur la réalité de la menace, les machines qui sont utilisées, les scénarios d'attaque, son évolution, parce que notre sous-jacent, le drone, évolue extrêmement vite. Chaque drone est immatriculé, quel qu'il soit? Alors... La réponse courte, c'est non. C'est le Far West aujourd'hui. Les drones, vous en avez de toutes les couleurs, de tous les types, de toutes les marques. Vous avez des fabricants nationaux littéralement partout dans le monde, des chinoiseries, des drones français, des drones sophistiqués, des drones rudimentaires. Et en fait, ces drones, ils vont avoir... Noël, on livre pas mal aux enfants, je crois, en plus cette année. C'est un must des... c'est un des biens de divertissement les plus vendus. Complètement. Donc il y a une grande diversité, en fait, derrière ce terme drone, et puis sans même parler des drones militaires. Et donc nous, notre job, un petit peu à l'instar d'un antivirus, c'est d'avoir quelque part une oreille et des yeux dans le marché pour identifier en fait toute la réalité de cette menace et être capable d'assurer un taux de couverture efficace face à ces drones. Donc dans notre équipe, pour revenir à votre question, on a des gens qui surveillent le marché en permanence, qui obtiennent l'information, qui vont sur les forums, qui vont sur le terrain, qui travaillent avec les représentants de l'État, les ministères de l'Intérieur, en France et ailleurs, collectent cette information de telle sorte que le gros de l'équipe soit capable de développer d'abord et puis de faire évoluer nos technologies pour être capable d'y faire face. Nos technos, qu'est-ce que c'est? C'est des moyens, on appelle ça dit de guerre électronique, donc traduction des moyens qui visuellement peuvent ressembler à ce qu'on connaît de l'industrie des télécommunications. Si vous regardez un toit parisien, vous verrez en haut vraisemblablement des antennes par exemple, ce genre de choses, des capteurs, des émetteurs, des récepteurs. C'est un petit peu la même idée. La différence, c'est l'applicatif, c'est l'intelligence qu'il va y avoir dedans au niveau du logiciel. Donc pour brouiller le signal, c'est ça? Dans un premier temps, vous avez raison, dans un premier temps, l'objectif c'est déjà comment dirais-je, de récupérer Parce que l'idée, on a bien compris, c'est que vous, chez Cerber, vous ne vous contentez pas de pointer la menace, vous intervenez aussi. Oui, mais avant d'intervenir, encore faut-il être capable de différencier la présence d'un drone de toutes les autres communications sans fil, dont on parlait par exemple tout à l'heure. Et ça, c'est un travail extrêmement complexe. On imagine bien, on le voit au quotidien avec nos téléphones, mais aussi tout un tas d'autres choses, la télévision et tout un tas d'autres choses, que les communications sans fil sont au cœur en réalité de notre mode de vie moderne. Et notre boulot consiste en fait à utiliser nos moyens technologiques pour recevoir toutes ces communications sans fil, écarter ce qui n'est pas pertinent, isoler, et c'est vraiment une aiguille dans une botte de foin, les communications qui ressemblent à des communications de type drone, qu'il s'agisse de la radiocommande pour trouver le pilote ou qu'il s'agisse du drone pour nous concentrer sur la machine, et derrière, permettre à l'opérateur
si la loi le permet dans son cas d'usage, et si c'est sa volonté, de créer une interférence électromagnétique pour isoler la machine et la forcer à atterrir. Donc, bon, tout ça c'est un peu complexe. En un mot, on met. C'est vraiment un dôme invisible de protection qu'on déploie sur un toit. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'un pilote, malveillant ou pas, va allumer un drone, on va être capable de faire la lumière sur son identité, sa localisation, son drone, pour en déterminer l'intention et éventuellement le clouer au sol pour empêcher que l'attaque se réalise. De toute façon, il y a une législation qui existe. On ne peut pas faire voler n'importe quoi, n'importe où. Alors, certes, maintenant, comme toute législation, il y a des gens qui s'en affranchissent complètement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on doit intervenir. Mais vous avez raison, en fait. C'est quoi les zones qu'on ne peut pas survoler, par exemple? J'imagine à Paris, ça doit être extrêmement réglementé. Ouais. Je poserai la question différemment. Qu'est-ce qu'on peut survoler? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut survoler? Pas grand-chose. Des champs? Pas grand-chose. Alors, il y a une réglementation qui, comment dirais-je, apporte un peu plus de flexibilité dans le temps, maintenant qu'un certain nombre de garde-fous ont été mis, que ce soit dans les règles de vol qui ont été édictées par la Direction générale de l'aviation civile, que ce soit auprès des constructeurs par l'intégration d'immatriculation électronique pour les drones de plus de 800 grammes. On parle de la réglementation dite infodrone, qui permet de mettre de l'ordre en fait, dans ce trafic aérien. Donc, au fur et à mesure que ces choses-là très concrètes et très utiles sont déployées, il y a une relâche intelligente des contraintes réglementaires pour permettre de nouveaux cas d'usage. Mais il est vrai que dans les bassins urbains, comme par exemple Paris, où il y a des enjeux économiques, sociaux importants, il y a des aéroports, il y a des hôpitaux, des zones très sensibles. Il y a des prisons, il y a tout un tas de choses qui ne doivent pas être survolées, c'est juste trop dangereux. Et donc effectivement, quand on regarde une carte, on voit qu'inévitablement, dans ces bassins de population, il est très difficile de voler. Et donc à l'inverse, où est-ce qu'on peut voler? Dans des endroits où on est loin des populations, où on est à la campagne, on est loin des couloirs aériens. Régulièrement, dans l'actualité, on entend effectivement, oui, on a repéré un drone en train de survoler Paris ou en train de survoler une aire d'une centrale nucléaire, etc. C'est vrai que c'est un petit peu effrayant. Ça pourrait paraître effrayant. Oui, le problème, c'est que... quelque part, on peut s'en féliciter. Aujourd'hui, la majeure partie des survols intrusifs sont liés à des comportements amateurs. Ces gens qui ne connaissent pas la réglementation, qui ne réalisent pas... Il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois, vous avez raison. Mais je pense malheureusement que ça va s'empirer. C'est-à-dire que quand demain, ce sera réellement des acteurs malveillants, qui en plus auront pour certains la connaissance des moyens défensifs qui seront déployés et qui chercheront à masquer leurs traces, à produire des plans de vol qui complexifient en fait la détection de ces machines, là, ça va être d'un tout autre niveau. Et donc aujourd'hui, pour en revenir à notre activité, si vous voulez, on est quelque part, on a un travail qui consiste en fait à faire un tri entre les drones qui sont autorisés pour permettre justement l'essor de ces applicatifs formidables à travers la livraison, à travers la logistique, etc. Donc d'une part les drones, les gentils drones si je puis dire, d'autre part écarter les amateurs. Alors bien sûr les détecter, les tenir à distance, mais le faire dans une démarche constructive, de formation. Il y a aussi tout un tas de choses à faire de ce point de vue-là. Et par contre d'être intraitable avec les scénarios d'attaque, où là littéralement c'est des temps de réaction de l'ordre de quelques secondes, parce qu'évidemment un drone étant capable de voler à des vitesses de l'ordre de 60 à 100 km/h, dans des scénarios d'attaque, il faut que toute la boucle de décision ne prenne pas plus de 1 à 2 minutes grand maximum. Et donc d'où l'importance d'avoir de la technologie et de ne pas recourir uniquement sur des ressources humaines qui par définition sont plus lentes à détecter, à agir, à prendre une décision, à l'exécuter, etc. Très bien. Lucas, vous avez employé un mot important, parce que je voulais évidemment insister là-dessus, et je pense que vous auriez beaucoup de choses à vous dire tous les deux. C'est le mot de formation, puisque c'est un axe qui est extrêmement important au sein de Cerbère. Donc on parlait d'une équipe de 25 personnes. C'est quoi le profil des spécialistes qui travaillent à vos côtés? Alors comme c'est un projet qui est orienté extrêmement tech, il y a une majeure partie d'ingénieurs, inévitablement. Soit c'est des gens qui ont une expertise dans le développement logiciel, avec tout ce qui va toucher à l'algorithmie, à l'intelligence artificielle. Et puis, l'autre partie, ça va être des gens qui sont plutôt concentrés sur la partie traitement du signal. Donc des gens qui ont une connaissance fine de la physique, derrière tout ça, derrière ces communications sans fil, derrière la manière dont en réalité elles se propagent, elles se détectent, elles se codent. Et donc voilà, ça c'est vraiment le cœur du réacteur, si je puis dire. Après, inévitablement, on ne peut pas vendre de solutions sans des ops pour déployer, pour former, pour calibrer, des commerciaux, du marketing, etc.
Et on connaissait la Star Academy, mais il y a la Sogetrel Academy aussi, que vous avez créée en 2019, Oui. et qui est une sorte de pépinière de talent finalement, puisque c'est là que vous formez vos équipes aussi, vous. Oui, bien sûr. Alors, vous, on est dans un profil métier où les compétences n'existent pas. C'est ça. Par définition, l'électronique c'est nouveau, enfin ça fait 30 ans, mais au fur et à mesure que ça bouge, c'est toujours nouveau, il y a toujours des nouvelles choses, ce dont vous parlez évidemment là. Donc est-ce qu'on doit apprendre à gérer la rareté? La réponse est oui. Donc on recrute d'abord les gens sur leur savoir-être, en fait, une certaine affinité quand même au niveau social, au niveau technique, mais ils se forment véritablement. On les forme. Nous les formons. Oui. Alors sur le terrain évidemment par tutorat et dans une école de formation effectivement on amène les meilleurs hein, évidemment à monter dans les grades. Donc interne. Donc des profils très variés j'imagine. Oui, très variés venant de tout niveau, de tout sujet, de toutes origines. Française évidemment parce que on est obligé dans la sécurité on a des contraintes quand même particulières hein, en termes d'habilitation des collaborateurs, mais sinon, oui, toute personne. Hommes et femmes, pas assez de femmes d'ailleurs, ce qui est c'est extrêmement dommage, mais toute personne ayant une aptitude. Voilà, et une envie de se développer dans le secteur. Et vous seriez surpris de voir, quand vous promenez des techniciens ou des ingénieurs dans ces métiers-là, sont souvent des gens qui n'ont jamais commencé par ce secteur-là, en fait, qui sont tombés dedans un jour et qui y restent par passion derrière. Donc voilà. des métiers nouveaux qu'on ne connaît peut-être même pas encore. Il y en a plein, oui. Autour de l'intelligence artificielle, vous en parliez un petit peu, mais tout ce qui touche à la cybersécurité, au sens de la sécurité des systèmes d'information, donc qui sont des sujets complètement nouveaux, et donc tout le monde balbutie, en fait, hein, on apprend en fait au fur et à mesure que je sentais que vous étiez très attentif aux propos de Lucas tout à l'heure. Oui, bien sûr. Moi, c'est toujours amusant de découvrir de nouvelles choses à chaque fois. Ce qui me fascine là-dedans, c'est que je dis souvent, d'ailleurs, il y a deux grands leviers. Hein, tout ce qu'on invente depuis que l'homme existe, c'est pour faire à moindre peine, mieux, plus vite et moins cher. Voilà, quand vous avez les quatre, alors je peux vous dire, ça se développe comme ça se développe comme pas possible. Et après, l'autre question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire ces choses-là? Et est-ce que c'est utile à la collectivité? Et donc là, c'est là où l'État doit intervenir. En général, il intervient toujours en amont pour réglementer. Enfin, ça c'est très français. On réglemente d'abord avant de faire quelque chose. Et vous allez aux États-Unis, on fait quelque chose, après on se dit merde, on a fait une connerie, on rectifie et le gouvernement intervient. Mais peu importe, l'État est là pour réglementer ces choses-là et ramener les inventions et les nouveautés dans un cadre de bien public. C'est-à-dire, est-ce que c'est utile à la population? Ce que vous disiez très justement. Et après, toutes les innovations qui se développent ont un côté noir et un côté blanc, enfin un côté positif et un côté négatif. Et les deux, tout le temps, s'affrontent, tout le temps. Mais depuis que l'homme existe, quand on a fait les châteaux forts, il y avait non mais c'est amusant parce qu'on le faisait pour se défendre face à des attaquants, mais ceux qui se défendaient allaient attaquer les autres aussi. Vous voyez, donc on crée des murs et il y avait toujours une backdoor pour sortir au cas où, on ne sait jamais. Et évidemment, un des jeux c'était de trouver la backdoor, mais aujourd'hui avec les systèmes d'information, vous avez le même sujet. C'est exactement le même. Et donc, on est toujours dans ces choses-là. Un jour, les murailles ne servaient plus à rien parce qu'on a inventé des projectiles qu'on savait lancer contre les murailles qui faisaient tomber les murailles et tomber les châteaux forts. Du coup, on a arrêté les châteaux forts. Par-dessus. Et on a fait autre chose. Voilà. Et donc, on est toujours à la course d'une faille. Oui, c'est ça. Tout le temps. Bon, écoutez, notre rendez-vous se touche à sa fin déjà. Il se trouve qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, hein, sans doute encore en coulisses, parce que je sens que vous avez des matières à discuter tous les deux. Merci en tout cas d'avoir pu parler aussi clairement de vos sociétés respectives. Donc je rappelle Xavier Vignon pour Sogetrel, une société bien ancienne, en plein développement, en plein essor, et qui, comme Cerber de Lucas Lebel, en fait, se développe en même temps que la technologie. Ouais. Et plutôt que de l'accompagner, on essaye même d'être devancé, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. De toujours être dans la prévention plutôt que dans la réaction. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À très bientôt pour un nouveau numéro de Top Sécu.